C'est parti. C'est parti. Je pense que là on m'entend parfaitement. Mais je pense que quand même là c'est mieux. Bonsoir Youyut. Avez-vous déjà vu Poltergeist? Non, ben moi non plus. Allez, bonsoir. Il s'agit en réalité d'une trilogie, mais c'est le premier qui est le plus connu, c'est celui qui est resté le plus dans les mémoires. Le film se résume assez rapidement les malheurs d'une famille américaine dont la maison est construite sur un ancien cimetière indien. Des phénomènes paranormaux vont apparaître et vont monter en crescendo. Au début c'est mignon, hein, c'est même assez marrant, tu vois les parents qui jouent avec leurs gosses, et aussi avec les phénomènes paranormaux, ils font des petits jeux, des petites choses un peu rigolotes. Quelle bande de cons. S'ils savaient. Puis à la fin, bon bah évidemment, comme dans la plupart des films, c'est l'enfer sur Terre. Enfin dans leur maison. Le poltergeist va s'attaquer de manière extrêmement violente aux membres de la famille. Si le but premier est de les chasser de la maison, on sent à la fin du film une vraie volonté de tuer tous les membres de la famille un par un. Faut pas rigoler, il y a des moments où faut pas rigoler. Là fallait pas rigoler par exemple. Bah d'habitude dans ce genre de film, d'histoire, c'est le fantôme qui s'invite chez les gens sans trop demander, quoi, hein, voilà, il s'impose. Là c'est vraiment la famille qui a décidé d'habiter dans une maison construite sur leur gueule. Alors c'est pas eux qui ont construit la maison, il me semble, je me rappelle plus vraiment du film, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Mais en gros, c'est la famille qui s'invite chez le fantôme cette fois-ci. Tu vis littéralement sur leur tronche, c'est un petit peu normal que ça commence à leur chatouiller le bosquet. Alors cet épisode il est un petit peu différent parce qu'on va pas vraiment parler d'une histoire vraie qui a inspiré le film, mais on va parler de l'histoire vraie qui a entouré le tournage du film, mais aussi des deux autres opus. Voilà, toute la trilogie a été entouré de ce qu'on pourrait qualifier d'une terrible malédiction, ou un très gros coup de malchance, mais vous allez voir que c'est compliqué de penser à la chance, ou au hasard, là c'est beaucoup trop pour le hasard. Alors sur le tournage du premier film, déjà, dès le début, l'ambiance elle est assez glauque, elle est assez pesante, les acteurs ils sont pas bien quand ils jouent, quotidiennement c'est pas terrible. Ils font venir un exorcisme pour soulager un petit peu les esprits sur le plateau du tournage. Bon, ça, c'est un petit peu dans tous les films américains d'horreur. Voilà, faut pas oublier que les Américains sont extrêmement croyants, et que ce soit sur les Conjuring ou autres, il y a toujours un mec qui vient cracher un peu d'eau bénite par-ci par-là pour un petit peu détendre l'atmosphère, si je puis dire. Donc là, voilà, ça c'est pas nouveau, mais vraiment, les acteurs sont pas bien. Les acteurs ne sont pas bien. Un premier accident sur le tournage à cause de la mauvaise programmation d'un technicien. À un moment donné, en fait, il y a le petit garçon dans le film qui se fait attraper par le cou par une sorte de jouet clown avec de longs bras qui lui encercle le cou et qui le tire pour l'amener sous le lit. Bah, le problème, c'est qu'il étrangle vraiment le jouet, quoi. Il a été mal programmé et le petit garçon, sur la séquence, il se fait vraiment étrangler. Dis donc Bébert, viens 2 secondes, viens là. Regarde, le petit là, il joue bien, hein. Un futur DiCaprio le machin là, super bien, il joue super bien. Oh, et puis il devient bleu en plus, oh, c'est beau ça. Vraiment le sens de l'artistique. Hein quoi, il crève là, d'accord, bah faut faire quelque chose. Et l'anecdote assez folle, c'est que c'est Steven Spielberg lui-même qui s'est rendu compte du problème et qui a sauvé l'enfant vraiment in extremis, hein. Il était en train de crever le machin. Alors je sais même pas pourquoi Spielberg était sur les lieux, je crois que il a dû mettre un petit peu d'argent dans le film, ça doit être un des producteurs. Bon, jusque là, vous allez me dire, voilà oui, bon, un accident bête, voilà, ça arrive. Ouais non mais attends, c'est que le début ça. C'est que le début là on n'est même pas aux prémices de ce qui s'est passé. L'actrice Dominique Dune que vous voyez sur cette photo à droite, qui joue la fille aînée, est brutalement assassinée seulement 2 mois après la sortie du film. En fait elle a voulu tout simplement rompre avec son copain, et son copain il a dit non. Il a dit non beaucoup. Il a dit non très fort. À l'instar du clown meurtrier, lui aussi il a posé ses mains autour du cou de Dominique pour l'étrangler. Sauf que lui, il a réussi à l'étrangler. Afin de camoufler les cris de sa victime, il a passé une musique qu'il a montée à fond pour que les voisins n'entendent pas ses cris, tout ça, ses hurlements. Et c'était la musique du film Poltergeist. Malgré ce drame affreux, la production demande le lancement d'une suite en chantier, Poltergeist 2. Et ça très vite après le meurtre, hein, bon... Genre, bah, c'est pas grave, on continue quand même, on a encore des gamins, c'est bon, on peut y aller. Donc c'est parti pour Poltergeist 2. Donc ça commence déjà, dès les premiers préparatifs, ça commence déjà à être bizarre. Une des scènes les plus flippantes des films Poltergeist se déroule dans une piscine remplie de cadavres. Ce que peu de gens savent à propos de cette séquence, c'est qu'il s'agit de squelettes réels. La production a en effet préféré acquérir de vrais corps plutôt que des répliques beaucoup plus chères et nécessitant plus de préparation. Certains pensent que ce choix aurait causé la malédiction sur le plateau. Et à juste titre, hein, effectivement, on est en droit de se poser la question. C'est chaud quand même hein, d'utiliser des vrais cadavres, alors je sais pas quel genre de cadavres ils utilisent. Des cadavres peut-être pris dans une fosse commune, je sais pas moi, de bandits, de violeurs, de connards quoi.
Ce connard! T'es un connard, je vole ton cadavre! Par rapport à ça, on demande à l'acteur amérindien Will Sampson de faire un rituel encore une fois pour calmer le jeu. Surtout qu'en plus d'être acteur, ce mec-là, eh bien, il est aussi vaudou dans la vraie vie, il a l'habitude de faire ce genre de choses. Vous l'avez peut-être vu dans plusieurs films, comme notamment Vol au-dessus d'un nid de coucou, il fait l'indien muet aux côtés de Jack Nicholson. Donc voilà, il fait son rituel, on sait pas trop si ça marche, j'ai pas trop l'impression que c'est fonctionné, ta gueule la chaise, j'ai pas l'impression que c'est fonctionné, du coup directement, boum, il a une infection intestinale foudroyante, ça le tue. Le mec il était en bonne santé, 53 ans donc c'est pas si vieux, et du jour au lendemain il se prend ce truc au bide là et ça le tue quoi. C'est ouf, comme s'il avait absorbé le mal qu'il y avait dans la maison, ça fait penser un petit peu à John Café dans La Ligne Verte, tu sais, qui absorbe le mal des autres pour le garder en lui, puis après il le recrache. Bon bah là c'est comme s'il avait pris le mal en lui et qu'il avait oublié un petit truc, c'est de le recracher. Donc le rituel fonctionne pas, il décède et ça continue, bien sûr ça continue. Bah oui, évidemment que ça continue. La jeune actrice Heather, présente dans la saga depuis le premier volet Poltergeist, tombe malade et les médecins lui diagnostiquent la maladie de Crohn. Elle doit subir un traitement pendant le tournage du film Poltergeist 3. Il continue, hein. Il persiste et il signe, les cons. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait vous imaginez bien que toute cette malédiction, tous ces malheurs attisent du coup la curiosité du grand public. Ils disent waouh mais c'est fou tout ce qui se passe aux acteurs qui jouent dans ces films là, mais c'est dingue, le film est vraiment maudit quoi, on va aller le voir et du coup les scores crèvent le plafond quoi. Sauf que là, on parle de l'actrice principale, hein, la petite gamine dans le premier, qui a grandi dans le deuxième, et on la retrouve dans le troisième, elle a, je crois, 12 ans. Et le 1er février 1988, à la suite d'un malaise, on lui diagnostique aussi, en plus de sa maladie de Crohn, une sténose intestinale. Encore une infection intestinale. Opérée en urgence, elle meurt à l'hôpital à 12 ans. 12. Encore une fois, les intestins. Tout comme Will, et je me dis qu'en termes de coïncidence, ça devient costaud pour de la coïncidence. Et puis encore un autre acteur qui décède aussi, l'acteur Julian Beck, qui campe le terrifiant révérend Henry Kane, décédé en 85 d'un cancer à l'estomac, ça se passe encore dans le bide. Il a vraiment une tête, ceci étant dit, hein, ça n'a rien à voir, mais il a vraiment une tête à camper des rôles de méchants. Je me dis, s'il y avait un live-action du film Le Bossu de Notre-Dame, il aurait bien fait le juge Claude Frollo. Vous en pensez quoi? Ça marcherait bien? Bon, trop tard maintenant. Voilà, autant on peut se dire, ouais, bon, voilà, lui, il avait quand même un certain âge. L'Amérindien de 53 ans, bon, il avait pas non plus 15 ans. Mais la gamine de 12 ans, c'est chaud. Puis le gamin aussi qui a manqué de se faire tuer d'un accident bête, mais c'est passé vraiment une extrémiste, quoi. Et ça continue, le réalisateur du deuxième opus, il meurt. Alors là par contre je ne sais pas si c'est d'un cancer à l'estomac ou quelque chose au niveau des intestins, j'ai pas cette info. Si vous l'avez, bah dites-moi en commentaire. En fait il y en a un seul qui a eu de la chance, il s'appelle Richard, c'est un des acteurs, Richard Lawson, qui a survécu miraculeusement à un crash d'avion 10 ans après les films. Donc il y a prescription, 10 ans il y a prescription, je suis désolé. Donc bien sûr on peut penser que toutes ces suites d'événements tragiques ne sont que le fruit du hasard et d'une malchance incroyable, c'est peut-être effectivement le cas, mais si vous voulez mon avis, ça fait un peu beaucoup, je trouve. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Moi je trouve ça gros, et c'est vrai que ça fait un moment que je connais cette histoire-là. Bon, pas autant dans les détails, hein. Je me suis préparé un petit peu pour la vidéo quand même, voilà, que je dise pas que des conneries. Mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on me parle de ça, notamment je crois que les premiers à m'en parler c'était mes parents, ils m'ont parlé de cette série de films, et ils m'ont expliqué qu'il y a eu que des saloperies, que des drames autour, et que ouais, ça sentait vraiment l'entité malveillante quoi. Peut-être un vrai poltergeist autour de cette série Poltergeist. Tout ce que j'ai à dire c'est que, coïncidence ou paranormal, je suis bien content qu'ils aient arrêté de faire des suites. T'imagines, là on serait à Poltergeist 15, ils auraient été obligés d'ouvrir un vrai cimetière pour tous les acteurs décédés quoi. Et là il y a des gens, ils auraient mis une maison sur ce cimetière, et c'est encore le chien qui se mord la queue. Voilà, si vous ne connaissiez pas un petit peu toute cette histoire concernant ces films-là, je suis content de vous avoir appris ça. Si vous n'avez pas vu les films, moi j'ai vu que le premier et ça m'a suffi. Il est très bien, le film est très bien, il fait le job. Il a peut-être un peu vieilli, disons qu'ils ont mis vraiment la dose sur les événements paranormaux, on voit même des monstres se matérialiser. Il a un peu vieilli, mais je pense qu'il peut encore faire pas mal son effet, là, avec le délire un peu mystique de la fille qui arrive
à communiquer un petit peu avec ces entités-là via la télévision. L'idée, je la trouve brillante, elle est excellente. Le paranormal et la télévision dans le salon, c'est quelque chose qui a été après ensuite récupéré par d'autres histoires, d'autres films, et c'est vrai que ça marche bien. J'espère que vous avez apprécié cet épisode d'Histoire Vraie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel opus ou une enquête paranormale. Vous savez très bien qu'il y en a pas mal qui vont tomber ces prochaines semaines, donc tenez-vous prêts. Activez bien la petite cloche parce que là, c'est vraiment le meilleur moment de l'année pour recevoir les notifications, pour être abonné. En tout cas, merci à vous de soutenir, vous êtes incroyables. Portez-vous bien, youyout.